Mes amis bubbleurs et bubbleuses, le grand jour est enfin arrivé. Ça y est, Bubble vient de lâcher la version officielle Bubble Mobile native et ça va être disponible pour tout le monde. Je vous rassure, cette vidéo, j'ai déjà eu accès à la bêta mobile avant et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Cette vidéo va être découpée en 3 parties. Première partie, on va parler de la différence entre mobile native et mobile responsive et est-ce que c'est vraiment utile de passer sur le native. Ensuite, on va voir les nouvelles différences de l'éditeur, donc on va voir tout ce qui est interaction, éditeur, éléments et aussi workflow parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui sont différentes et certaines logiques qui sont un peu perturbantes. Enfin, on va donner un petit point de vue sur ce que c'est de faire du Bubble en 2025 avec la partie mobile car pour moi, je vous le dis direct avec un gros spoil, ça va être une nouvelle guerre du freelancing parce que tout le monde va vouloir avoir des applications mobiles rapides et croyez-moi, on ne développe pas une application mobile native comme une application mobile responsive. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'une application mobile native et est-ce que j'en ai vraiment besoin dans mon business ? Déjà, le côté natif, ça fait référence au fait qu'on va pouvoir télécharger l'application sur son téléphone. Et pour pouvoir le télécharger, il faut pouvoir la récupérer depuis une plateforme, donc on appelle ça des stores. Vous avez le App Store pour iOS et donc Apple, et l'Android Store ou le Play Store pour tout ce qui est Android. Ces stores sont nécessaires à l'usage, sachant que vous avez des règles différentes à respecter en tant que développeur. On prendra le temps de faire une vidéo sur ces guidelines et les choses à respecter et à savoir. Mais le processus de développement d'une application mobile native n'est pas anodin. Donc déjà, une application mobile native, ça veut dire des stores différents, des règles particulières et des façons de développer spécifiques. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai besoin forcément de le faire, surtout si moi, à la base, je voulais faire une application responsive. La question, en fait, elle revient à vous demander si vos utilisateurs en ont réellement besoin. D'un côté, si vos utilisateurs, pour eux, c'est gadget, dans ces cas-là, pourquoi leur développer une application pour ça ? Si par contre, vos utilisateurs sont déjà sur leur téléphone avec une application concurrente, il y a fort à parier que vous soyez obligé de passer par là. Autre point important, je considère que des applications, j'appelle ça des applications de poche, qui ont besoin d'être sur téléphone naturellement. Ne serait-ce que les applications de rencontres, les applications de livraison de nourriture, les applications de taxi, de VTC et les applications par exemple de sport. Pour moi, ce sont des applications qui n'ont pas de sens à être autres que dans le téléphone. Pourtant, le fait d'être développé sur des stores, ça veut dire que les applications seront référencées différemment. Vous avez la possibilité d'être sur un store avec beaucoup moins potentiellement de concurrents et donc une logique de référencement différente avec quelque chose de très visuel, contrairement à une application pour le coup desktop qui là devrait être juste référencée en termes de SEO, c'est-à-dire de référencement organique et qui n'est pas toujours évident parce que vous avez beaucoup de concurrents. Sachez tout de même que quand vous allez diffuser votre application sur les stores, vous allez avoir des règles de publication et des systèmes de validation qui vont être beaucoup plus compliqués. Fini le fait de déployer son application à l'arrache en 2 clics sur le web et de pouvoir faire des erreurs. Sur les stores, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez des vérifications, même voire parfois des humains qui vont contrôler les choses, vous faire des retours et voire vous empêcher de publier si ce n'est pas bon. Donc pensez bien à cette logique-là avant de vous lancer dans ce sujet. Plus loin, il y a aussi une question qu'on m'a posée récemment. Est-ce que j'ai besoin de démarrer Bubble de zéro à travers la partie web classique pour passer à la native mobile? Eh bien en fait, je dirais qu'il faut en réalité les bases du côté Bubble classique, c'est-à-dire savoir développer correctement les logiques, les fonctions, etc. Mais il y a certains sujets en mobile qui devraient être pris directement depuis la partie mobile. En gros, vous allez voir que des logiques sont pas les mêmes et moi, en tant que bubbleur confirmé, ça m'a un peu perturbé. En fait, c'est 2 façons de construire une application. C'était jusqu'à la fin. À mon avis, il y a de sacrés sujets à prendre en tant que freelance dans ce marché du côté mobile qui est en train d'émerger. C'est le grand moment de vous présenter une démo technique du nouvel éditeur Bubble. Déjà, si vous ouvrez votre éditeur, donc depuis la mise à jour, vous allez avoir une interface qui a changé. On va voir beaucoup plus de paramètres et la capacité notamment de voir 2 boutons ici, la partie web et la partie mobile. Donc déjà on vous incite à avoir un chemin de développement qui est différent, qui soit spécifique sur mobile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, moi je l'ai fait sur une application qui était déjà existante en web, eh bien vous allez avoir 2 interfaces, même si elles sont sur la même application, qui sont en réalité cloisonnées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, là, je suis sur l'interface web, j'ai mes écrans qui correspondent à mon interface web. Si je bascule sur mobile, eh bien, je vais me retrouver sur une interface avec mes écrans mobiles et mes différentes vues, et pas du tout mes éléments web. Ça veut dire aussi que je ne vais pas pouvoir basculer et copier mes éléments web directement sur ma partie mobile. Et d'ailleurs, je ne vous incite à ne clairement pas le faire parce que ça ne fonctionne pas de la même façon. Quand on va arriver sur l'application mobile, on va vouloir créer une nouvelle page et cette nouvelle page, elle va avoir 2 choix.
donc soit un reusable, donc c'est comme sur Bubble, ça veut dire des éléments qui vont être réutilisables, et les mobile view. Les mobile view correspondent en réalité à des pages, mais le terme de vue est adapté parce que la technologie en fait derrière est différente. Si vous avez déjà fait des single page apps, vous avez des pages qui finalement donnent l'effet de pages à part, mais en réalité sont hébergées sur la même page de Bubble, ben, ça va être la logique du web, enfin du côté mobile, qui va vraiment être flagrante puisque toutes vos interfaces vont être extrêmement rapides et fluides à utiliser. Et en réalité, on sait et on comprend qu'elles sont construites directement sur la même page. Déjà, quand vous ouvrez une nouvelle vue, vous avez 4 choix, la scrollable, not scrollable, vertical list et section list. Alors, pour vous donner un peu plus d'exemples concrets, je vais vous partager directement les différentes possibilités d'interface. Donc déjà, la première interface possible, c'est la partie scrollable. La partie scrollable, c'est quoi? C'est une interface classique avec la capacité de scroller. Et là, on voit directement sur l'éditeur qu'on a la capacité de rajouter les canevas mobiles et de voir un peu à quoi c'est censé ressembler. Alors je vous rassure, cette partie-là tout en haut, ils appellent ça la safe area, c'est la status bar, c'est en gros l'affichage du côté téléphone, mais vous n'aurez bien sûr pas cet affichage au niveau de votre application, c'est tout à fait normal. L'interface que vous avez autour, finalement, l'interface de preview, c'est une interface qui a été produite par Bubble pour vous donner un exemple et surtout pouvoir gérer vos différentes tailles, même si dans l'ensemble, le système de gestion des tailles est vraiment bien fait, hein, pour ceux qui n'ont jamais fait de mobile. Là honnêtement c'est beaucoup moins compliqué. Là pour le coup par contre vous ne verrez pas toutes les interfaces telles que vous devriez les voir sur téléphone. Pourquoi? Parce que certaines fonctionnalités ne fonctionnent tout simplement pas à travers l'éditeur web, mais Bubble a pensé à tout, et notamment avec un système qui s'appelle Bubble Go, que je vous présenterai juste après. Donc là on revient sur la page, donc ça c'est une page scrollable, donc classique, vous pouvez scroller. Vous avez une page qui est une page not scrollable, donc la même chose sauf que c'est totalement figé, vous voyez je ne peux pas scroller. Ensuite vous allez avoir les pages avec des interfaces préconfigurées, notamment des interfaces avec des éléments style des listes, donc vous avez section list, et vous avez le vertical list. Donc je vais commencer par vertical list parce que c'est la liste classique. C'est une liste en fait qui finalement vous permet d'avoir un contrôle un peu comme un repeating group, sauf que vous ne pouvez pas ajouter autre chose que cet élément-là à la page. Et dans cette configuration-là, c'est extrêmement pratique parce que vous avez la capacité d'avoir des interactions supplémentaires. Et enfin, vous avez la partie vertical section list, et là c'est la même chose sauf que vous avez un sujet de header dans la section, c'est-à-dire que logiquement vous avez un group by qui se fait, donc ça veut dire que vous allez pouvoir rassembler vos différents contenus à travers on va dire un group by et donc un rassemblement à travers une unité dans la donnée. Alors si je reprends ma partie home, ensuite vous avez tout un ensemble d'éléments d'interaction, d'éléments visuels qui sont nouveaux. Alors vous n'avez plus du tout de repeating group classique, vous avez à la place ce qui s'appelle des shortlists et des horizontal lists. Alors c'est quoi? En fait l'horizontal list c'est une liste horizontale, hein, on peut la voir juste ici. Et la vertical list, c'est une liste tout simplement telle qu'on pourrait la voir, c'est-à-dire un repeating group en colonnes, même si vous pouvez choisir le nombre de colonnes que vous voulez dedans. Au début c'est un peu perturbant parce qu'on essaye de retrouver les mêmes fonctionnements, mais en réalité c'est plutôt très pratique et je me dis même que dans la partie web en fait on gagnerait beaucoup de temps. Une fois que c'est fait, vous avez accès littéralement au même contrôle, hein, que vous auriez de manière classique, c'est-à-dire la capacité d'aller chercher vers la base de données, vous avez des configurations spécifiques supplémentaires qui vous permettent de mieux gérer l'interface. Ensuite il y a un autre élément qui a été rajouté, c'est l'aspect sheet. Le sheet c'est finalement un contrôleur que je trouve hyper intéressant, qui est l'équivalent à mon sens de j'appelle le focus dropdown, enfin le focus group pardon. C'est un élément quand on clique dessus ça va afficher une fenêtre par dessus, donc on l'utilise beaucoup notamment pour l'affichage de certains contrôleurs. Et bien là en fait ça s'affiche en bas du téléphone, et ça c'est un vrai plaisir parce que vous avez une interface qui va directement vous permettre déjà d'avoir une espèce de pop-up par dessus qui est fixé en bas de la page, que vous pouvez contrôler et donc déplacer à une certaine taille. Vous avez différentes tailles que vous pouvez paramétrer, et à l'intérieur vous pouvez rajouter des contrôleurs comme vous le souhaitez, comme c'était une interaction particulière. Alors là on va voir que je peux cliquer à travers un élément qui s'appelle, qui est un input qui s'appelle finalement le selectable list. Alors, la selectable list c'est un peu l'équivalent d'une sorte de drop-down avec la capacité de faire du multi-drop-down, c'est-à-dire sélectionner un ou plusieurs éléments. C'est une fonctionnalité qui est assez fabuleuse parce que littéralement ça va vous permettre d'avoir quelque chose de très facile à utiliser. Et là c'est pareil, quand je l'ai vu la première fois je me suis dit mais pourquoi Bubble l'a pas intégré directement dans une partie web? Il y a beaucoup d'éléments qui m'ont fait penser à ça en me disant mais waouh, ils ont trouvé des solutions de dingue et on devrait y avoir accès de partout parce que ça doit être relativement génial. Il y a d'autres fonctionnalités que je ne pourrais pas vous montrer à travers l'interface web parce que tout simplement ce sont des interfaces qui ne sont pas encore disponibles
directement depuis la partie web, et je ne pense pas qu'elles le seront d'ailleurs, puisque ce sont des écrans qui nécessitent une fonctionnalité du téléphone. C'est le cas par exemple de la caméra, et donc pour le coup la caméra, j'ai beau cliquer dessus, ça ne fonctionnera pas. Sachez que si je veux l'utiliser, ça va uniquement afficher la partie téléchargement d'images, et c'est pas ce qui nous intéresse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ce système-là, avant on avait un picture uploader, et bien maintenant on va avoir un système de workflow qui va fonctionner, c'est-à-dire que si je clique sur la partie caméra, et que je veux éditer le workflow, je vais avoir un workflow à lui tout seul qui s'appelle Open Camera. Ça veut dire que vous allez avoir une action beaucoup plus fluide pour ouvrir la caméra, et que vous allez le voir juste après, c'est une fenêtre qui est beaucoup plus agréable et surtout beaucoup plus rapide que ce qu'on pourrait avoir en version web. Ce n'est pas la seule fonctionnalité qui est disponible uniquement dans la partie native mobile. Dans la partie native mobile, vous allez avoir 4 actions qui sont rajoutées. Le fait d'ajouter la librairie de la caméra, donc accéder à la galerie, d'ouvrir la caméra, et vous avez aussi le location permission et le current location. Alors ça paraît anodin parce qu'on peut l'utiliser sur la partie web, mais il faut savoir que sur téléphone, si vous accédez à la localisation de l'utilisateur, il faut demander l'autorisation au téléphone, et donc si vous le diffusez sur les stores, ils vont vérifier que vous avez bien demandé la permission. Et ça veut dire qu'ils ont rajouté une permission automatique qui vous facilite grandement le travail. Ce soit fait partie des sujets justement qu'on ignore un petit peu dans la partie web, mais en fait dans la partie mobile qui sont hyper importantes. Aussi, ils ont rajouté quelque chose que je trouve très intéressant, c'est une nouvelle façon de cliquer sur les boutons. Alors dans les boutons web, vous aviez l'action, vous aviez le résultat de l'action qui est pressed, qui était la logique de on a déjà pressé sur un bouton et dans ces cas-là on peut afficher une couleur particulière. Il n'y avait pas forcément d'action de workflow. Et bien là, ils ont changé la façon de faire et ils ont rajouté la capacité de soit cliquer sur un bouton. Donc si vous voyez, il y a un élément isTap, donc juste taper, cliquer. Et là, j'ai une action qui est classique, c'est-à-dire que je vais changer un événement, j'ai fait un set state, donc j'ai changé un custom state. Et de l'autre côté, j'ai l'action qui est pareil, mais sauf qu'elle est pressée. Là, l'action de presser, c'est la même chose, sauf que j'ai une durée minimum d'appui. Et là, en fait, on s'en rend compte quand on va cliquer dessus. Si je clique une fois, vous voyez, je suis sur une fonction tap. Je peux cliquer même plein de fois, je vais toujours être sur tap. Si par contre je maintiens le bouton pendant 0,5 secondes, je vais être sur une fonction pressed. Et donc ça veut dire que mon bouton d'action pourra avoir deux actions différentes en fonction de l'interaction de l'utilisateur. Il y a aussi d'autres sujets qui sont importants. C'est notamment la partie navigation du menu. Donc la navigation, là je vous l'ai montré dans les grandes lignes. Donc maintenant vous avez la capacité de pouvoir rajouter un menu tab ici directement. Donc en fait en réalité vous pouvez tout simplement rajouter, donc là si je vais désactiver les menus au fur et à mesure, vous allez voir qu'on va perdre certains menus. Ici je peux désactiver la capacité d'avoir un menu et en un clic je peux ajouter un menu. Alors ce menu là il est un peu particulier, je suis pas énormément fan de la logique et je pense qu'elle va évoluer. C'est qu'en fait quand vous rajoutez un menu, vous avez une tab bar qui s'ajoute et cette tab bar va automatiquement rajouter les applications qui sont considérées justement comme des tabs. Vous pouvez rajouter tous ces écrans ici. Une fois qu'ils sont rajoutés ici, vous pouvez finalement les modifier et revenir sur l'écran en question. Mais il faut savoir une chose, c'est que ces écrans là, vous pouvez les modifier uniquement dans leur attribution en quelque sorte, quelle vue vous voulez mettre en place. Donc par exemple ici si je veux je vais supprimer la vue pour en ajouter une autre, c'est là que je vais pouvoir mettre la vue en question, mettre si c'est une icône, un label ou les deux, et changer l'active et inactive icône. Ça je ne peux le faire qu'ici. Et donc c'est pas forcément intuitif de supprimer un élément qu'on a déjà fait tout simplement pour le modifier. Ce menu, d'autant plus, est limité à 5 éléments. Donc ça veut dire que si je suis à 5, vous voyez, je ne peux plus en rajouter d'autres. Et je trouve ça pas forcément évident. Une logique qui reste quand même, c'est la logique du GoToPage. Alors là, c'est un GoToView. Et vous allez voir que cette fonction-là, elle fonctionne bien. Mais il y a un petit détail à savoir. C'est que vous avez le GoToView. Vous avez la capacité soit de faire une stack, donc de faire l'affichage d'une page classique, soit de faire une modale. Et dans la modale, ce qui est fou, c'est que on a l'impression que vous êtes dans une page de détail, c'est-à-dire que vous allez s'afficher un peu comme la sheet, c'est-à-dire un élément qui va être vraiment par-dessus l'écran précédent, ce qui donne un effet, je trouve, extrêmement joli, et ce qui fait comprendre à l'utilisateur qu'on est en réalité dans une page de détail de la page précédente. Et Bubble a pensé à ça en rajoutant un système très pertinent, c'est la capacité de rajouter dans la page que l'on souhaite le système de appbar qui va correspondre finalement soit au titre de la page si vous le souhaitez, et vous pouvez même rajouter des boutons supplémentaires. Donc ça veut dire que vous allez
au début le prendre un petit peu en main parce que c'est pas toujours évident, mais vous pouvez rajouter des boutons, et sur ces boutons, vous pouvez rajouter des interactions, donc des workflows. Et franchement, c'est hyper pratique parce que le back button, en fait, il vous permet de revenir automatiquement à l'écran d'avant, et même si vous pouvez le faire au doigt selon ce que vous avez utilisé, stack ou modal, je trouve ça hyper bien fait. On a une application, honnêtement, je vous garantis, qui est fluide au doigt. Et je suis assez fan de comment c'est fait. Par contre, effectivement, ça demande quand même un petit peu d'habitude parce que les pages ne sont plus aussi découpées qu'avant. Il y a beaucoup de pages qui en fait doivent être reliées d'une certaine façon et c'est pas toujours évident, notamment le fait d'ajouter des properties qui vont nous permettre de communiquer avec la page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en soi, vous n'avez plus de page dynamique qu'on va appeler à travers ce qu'on appelle un go-to-page. Là, ça n'existe plus, ni les paramètres qu'on pourrait rajouter dans les URL. Là, on va passer par des propriétés, et ces propriétés, on va les envoyer dans les pages en question. Par exemple, là, j'ai un go-to-page qui va aller m'envoyer à une page détail vue, et dans ma détail vue, j'ai rajouté une donnée particulière. Cette donnée particulière, si je vais dans la page détail, en réalité, c'est une page de propriété que j'ai rajoutée ici. Donc il n'y a plus de current page X qu'on avait là, on a directement la capacité de s'adresser à la page globale et de pouvoir récupérer la data source à l'intérieur. Pour accéder à votre interface mobile, vous allez avoir accès à une application qui s'appelle BubbleGo. Alors elle va s'ouvrir en donnant accès à votre application Bubble et à toutes vos applications Bubble, donc attention si vous avez beaucoup d'applications, ça risque parfois de ramer. Moi c'est le cas et ça peut être un peu compliqué, pensez à la lancer bien en amont. Donc déjà quand vous allez arriver dessus, vous allez avoir accès à votre application et quand je vais ouvrir dessus, on va me proposer une branche, je passe les détails, et quand elle va s'ouvrir, on va accéder à une espèce de test fly. Si vous avez besoin de recharger votre application, c'est-à-dire si vous faites une modification côté Bubble, secouez votre téléphone, et en fait ça va vous permettre de relaunch l'application. Donc ça c'est important, c'est que ça vous permet de relancer un changement que vous auriez fait. Ensuite vous avez accès à l'application, donc comme vous voyez, j'ai mon menu Home, qui finalement, même si je suis en scrollable, qui ne va pas bouger. Et donc ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir sur la version web. À partir de là, hop, les actions, ce que je vous disais, je l'ai rajouté non pas en stack mais en partie modale. Si c'était une stack, on dirait que ce serait une page différente. Là, pour le côté stack, on a l'impression que c'est vraiment une page de détail. Et je me suis même fait plaisir à rajouter un sheet pour vous montrer l'exemple, avec la capacité justement, donc là je ne l'ai pas ouvert plus que ça, je peux m'amuser à écrire. En fait, j'ai pas, vous savez, les bugs un petit peu de zooming, là je les aurais pas. Et donc là, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, si je veux revenir en arrière, pas de souci, j'ai juste à baisser cet écran-là, et vous voyez, je suis sur quelque chose d'extrêmement fluide. Qu'on soit sur chacune des pages, vous voyez, il n'y a pas de latence particulière, et ça donne vraiment quelque chose d'interactif et extrêmement, je trouve, agréable à utiliser. Ensuite, ce que je vous montrais, les différents sheets, on voit les interactions ici, et notamment la partie date picker. Donc là, ici, vous voyez, j'ai vraiment directement accès à un calendrier, quelque chose qui est assez agréable à utiliser et de fonctionnel. Enfin, la partie donc caméra, donc là, vous voyez, directement, ça va m'ouvrir une interface, ici, voilà, coucou tout le monde. Et je peux tout simplement prendre la photo, alors là j'ai pas d'enregistrement mais je peux prendre la photo et l'annuler si je souhaite. Au niveau des autres interfaces, c'est hyper agréable d'avoir les actions qu'on puisse utiliser comme ça, et c'est vraiment surtout agréable de pouvoir aller jusqu'au bout, de tirer jusqu'au bout. Là je pense qu'il y aura pas mal de vidéos sur la partie interaction, avec la fluidité que ça permet, c'est-à-dire vous pouvez tirer jusqu'au bout et avoir une action qui prend le place sur l'autre, et imaginer tout ce qu'on va pouvoir faire, ne serait-ce que sur des to-do list ou des passages de tâches, c'est assez incroyable. Enfin, j'en profite d'ailleurs de cette partie mobile pour vous préciser aussi une chose. La partie plugin actuellement, en tout cas à l'heure où je vous parle sur les anciens tests, n'est pas disponible pour la partie Bubble mobile native. Et donc je pense que le plugin store spécial mobile sera fait de part parce que les technologies utilisées ne seront pas exactement les mêmes. Mais voilà, il faudra être un petit peu patient. Il existe quand même des plugins, mais il faut les trouver plutôt sur un forum à part, plutôt que dans la partie plugin store et les installer de manière un peu manuelle. Donc j'ai hâte de vous en parler pour savoir si Bubble a trouvé ou non une solution cohérente. Et je fais une intervention dans cette vidéo, dans ma propre vidéo, pour faire justement un état des lieux juste après la conférence sur la Bubble mobile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu des informations sur la tarification. Je vous ai mis l'article sous les yeux en français. C'est qu'en réalité, comme je vous l'ai annoncé précédemment, la logique de développement n'étant pas la même, je me doutais qu'ils allaient essayer de séparer et que ça allait se sentir au niveau du pricing. Eh bien, c'est chose faite, il y a bien un pricing qui est pour le web et un autre pricing qui est pour le mobile only, et un pricing qui rassemble les deux. Alors sans grande surprise, on est sur un pricing
qui ne bouge pas au niveau du web, mais qui est légèrement plus évolué au niveau du mobile, sachant qu'effectivement c'est un prix annuel, donc vous voulez au mensuel, il faut compter à mon avis plus 5-6 $, on serait proche à mon avis des 47 $. Et si vous regardez bien, au niveau du web plus mobile, on devrait être à je pense 65 $. Effectivement, le prix en lui-même, je trouve, du web plus mobile est vraiment intéressant par rapport au prix des éléments chacun séparés. Je sais que le système de pricing va faire couler beaucoup d'encre, comme d'habitude chez Bubble, comme d'habitude dans la communauté. Personnellement, j'ai tendance à rappeler une chose qui, je pense, est importante. Quand on fait une application, pour un client ou pour soi, c'est dans un objectif financier. On peut se faire plaisir avec une application, et dans ces cas-là, on ne la déploie pas et ça ne nous coûte rien. Mais si on fait une application, c'est pour gagner de l'argent. Donc il est raisonnable que Bubble gagne en retour de l'argent par rapport à un pricing que vous allez payer. Et là, la logique, peu importe le prix, on est dans un objectif, finalement, de gain. Sachez qu'aujourd'hui, la plupart des IA vous facturent 20 $, pas pour produire ou déployer, juste pour créer, vous amuser, voire même échouer. Eh bien, je ne comprendrais pas pourquoi Bubble ne pourrait pas en faire de même, sachant que vous pouvez quasiment créer en illimité si c'est juste pour vous amuser. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est extrêmement raisonnable, sachant qu'une application mobile a beaucoup plus de valeur sur le marché, et donc à condition, bien évidemment, d'y associer un business model. D'autres informations à savoir, c'est que ces pricing-là vont être mis en place à partir du 1er octobre 2025, c'est-à-dire que jusqu'à octobre, vous allez bénéficier des prix classiques pour les deux éléments. Enfin, il faudra compter sur une somme à débourser en plus pour s'inscrire à avoir un compte développeur sur iOS et Android. Ce sont des choses obligatoires et pour le coup, ce n'est pas du tout lié à Bubble. Il faudra compter à peu près 99 $ à l'année pour un compte développeur sur Apple et environ 25 $ à l'année pour un compte sur Android, donc le Play Store. Voilà, j'ai fini pour mon intervention et je vous remets la suite de la vidéo. Je voulais prendre quelques minutes dans cette vidéo pour vous parler de mon point de vue en tant que freelance et expert sur Bubble en 2025 et qu'est-ce que je donnerais, on va dire, comme conseil à une personne qui se dit je voudrais me lancer sur Bubble maintenant. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que même en tant qu'expert, l'arrivée du Bubble mobile native va tout changer. Pourquoi ? Parce qu'une application mobile native, c'est pas juste un changement de format, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de logique, c'est un changement de structure, ça veut dire que tout le monde va repartir au moins en partie à zéro. Si tout le monde n'a pas les mêmes compétences et tout le monde ne s'y est pas mis pour l'instant, ça veut dire qu'il va y avoir une course des personnes qui auront l'information et qui vont se positionner comme experts développement d'applications mobiles. Et là, vous êtes sur un nouveau terrain de jeu, vous êtes sur un nouveau marché et je peux vous garantir que beaucoup de gens en ont besoin. Près de 40% de mes clients en perso m'ont recontacté pour savoir s'ils pouvaient faire une application mobile native de leur propre application. Sachez aussi une chose, c'est qu'une application mobile est plus chère et payée plus cher qu'une application web classique. Ça veut dire qu'on attend bien évidemment de la qualité en plus, mais de la qualité qui se paye. Je vous mets ma main à couper qu'il y aura des agences spécialisées et ça pour moi c'est pas à mettre de côté parce que ça vous permet enfin d'être positionné dans un secteur beaucoup plus niché. Parce qu'actuellement il n'y a pas grand chose finalement qui permet de faire des applications mobiles à part du Flutterflow ou du code. Je parle vraiment d'applications sérieuses. Dernier sujet, je dirais que si vous vous lancez maintenant sur Bubble, la connaissance de Bubble native est bien, mais la connaissance produit autour de la création d'applications, surtout native, va être très importante. Je dirais même qu'elle est côte à côte en termes d'usage. Je vois encore trop de gens qui font des trucs moches sur Bubble et c'est quelque chose dont on ne pouvait plus faire l'impasse. Aujourd'hui, la vraie compétence, c'est quelqu'un qui est capable de faire autant du joli que du fonctionnel. En tout cas, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de cette nouvelle Bubble bêta mobile. Peut-être que certains, ça va être l'occasion de se remettre à Bubble, ou pour d'autres, justement, de démarrer Bubble. Bref, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres tutos. Il y a beaucoup de tutos qui vont arriver sur la partie mobile, puisque les fonctionnalités vont sortir au fur et à mesure. Bref, bonne journée à tous et à bientôt sur la chaîne d'Otto.